Guinée Info, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au cœur de l'actualité. Par conteneur de Conakry, d'ambitieux travaux d'extension sont en cours. C'est une initiative du président de la République, coût de réalisation 40 millions d'euros. Et puis la Guinée vers l'élaboration des plans régionaux de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est à Kindia. Enfin, cette page religion, les fidèles musulmans à la recherche de la nuit du destin où Laylatul Qadr, mais de l'autre côté, les parieurs se font rares dans les kiosques. Voilà pour les titres. Mais pour commencer, nous recevons sur ce plateau Kaba Condé pour la lecture de ces séries de décrets du président de la République. Décret D 2014-165 PRG-SGG portant mission, attribution, organisation et fonctionnement de la Direction nationale des marchés publics. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le présent décret fixe les missions, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Direction nationale des marchés publics. Article 2. Placé sous l'autorité du ministre chargé des Finances, la Direction nationale des marchés publics est la structure en charge de la passation des marchés publics et délégation du service public. Elle procède en particulier à la réception, à l'ouverture des plis, à l'évaluation des offres et à l'attribution provisoire du marché au-delà d'un seuil déterminé par voie réglementaire ou de délégation de services publics. Article 4. La Direction nationale des marchés publics est dirigée par un directeur national nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre des Finances. Le directeur national anime, coordonne et contrôle les activités des services de la direction, le programme d'activité annuel et assure son exécution. Article 5. Le directeur national est assisté d'un directeur national adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur national adjoint est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge des Finances. Article 6. Pour accomplir ses missions, la Direction nationale des marchés publics comprend des services d'appui, des divisions techniques comprenant des sections, des services déconcentrés qui comprennent les services régionaux, préfectoraux et communaux des marchés publics. Les attributions et l'organisation des services déconcentrés de la Direction nationale des marchés publics sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. Article 7. Les chefs de division et de section sont respectivement nommés par arrêté et par décision du ministre en charge des Finances sur proposition du directeur national des marchés publics. Article 8. Les services d'appui sont le secrétariat central, le secrétariat administratif et financier, le service études et suivi. La Direction nationale bénéficie chaque année d'une dotation budgétaire suffisante dont le niveau sera fixé par l'État et dont la gestion sera assurée par elle sous le contrôle du directeur national. Ce budget prend en compte le versement au personnel membre des commissions de passation de marché d'une indemnité dont les modalités d'attribution et le montant sont fixés par arrêté du ministre en charge des Finances, de dons ou de contributions financières, de subventions exceptionnelles provenant des bailleurs de fonds et autres partenaires techniques et financiers de la République de Guinée et éventuellement de toutes ressources affectées par les lois des finances. Les divisions techniques sont la division développement rural et environnement, la division infrastructure et équipement, la division éducation et santé, la division administration générale et affaires sociales. Article 14. Les procédures de réception, d'ouverture des plis et d'évaluation des offres sont exécutées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en présence d'au moins 2 membres de la division, l'un d'entre eux désigné par le chef de la division assurant la présidence de la séance d'ouverture. Du personnel de la Direction nationale des marchés publics. À l'article 17, les cadres de la Direction nationale des marchés publics sont nommés sur proposition du directeur national des marchés publics par arrêté du ministre des Finances sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience dans les domaines juridiques, techniques et économiques des marchés publics et délégations de services. Des personnes spécialisées peuvent également être recrutées pour exercer ces fonctions par voie contractuelle. Disposition finale.
Les services déconcentrés sont chargés de veiller à l'application des dispositions du Code des marchés publics et délégation de services publics et des textes d'application dans le secteur de la passation au niveau des régions administratives, des préfectures, des communes urbaines et rurales. Article 19. Toute disposition antérieure contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, toutes les décisions et actes pris par la Direction nationale des marchés publics depuis la date du 31 mai 2014 produiront tous les effets conformément aux dispositions du Code des marchés publics. Article 20. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré, publié au journal officiel de la République. Conakry le 22 juillet 2014. Professeur Alpha Condé, président de la République. Décret D 2014-166 PRG-SGG portant mission, attribution, organisation et fonctionnement de l'administration et contrôle des grands projets et des marchés publics. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le présent décret porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'administration et contrôle des grands projets et des marchés publics au titre du contrôle des procédures de passation des marchés et d'exécution des marchés publics et délégation de services. Article 2. L'administration et contrôle des grands projets et marchés publics est placée sous l'autorité directe du président de la République et la structure en charge du contrôle des procédures de passation et d'exécution des marchés publics, des délégations de services. Ce contrôle s'exerce a priori au-delà d'un certain seuil déterminé par voie réglementaire et a posteriori en deçà de ce seuil. Article 3. L'ACGMP, pour examiner les dossiers qui lui sont soumis, rendre ses avis de non-objection et ses décisions d'autorisation dispose d'un délai d'1 à 12 jours ouvrés. Article 4. Pour accomplir ses missions de contrôle et d'application de la réglementation des marchés publics et délégation de services publics, l'ACGPMP comprend en plus des structures dédiées à la mise en œuvre de ses autres attributions et missions, les directions et services techniques suivants. Une direction du contrôle de la procédure de passation des marchés publics et délégation de services, une direction juridique et évaluation, des directions sectorielles chargées du contrôle de l'exécution des marchés publics, des services déconcentrés chargés du contrôle de l'application de la réglementation. Les directions techniques sectorielles ont un niveau hiérarchique équivalent aux directions nationales de l'administration publique. Les services déconcentrés ont un niveau hiérarchique équivalent aux divisions de l'administration centrale. Article 5. La direction du contrôle de la procédure de passation de marché et délégation de services est chargée de soumettre pour approbation à l'administrateur général les plans annuels, préparer les avis de non-objection sur les dossiers, préparer les avis de non-objection sur les requêtes en dérogation de procédure, transmettre sous couvert de l'administrateur général à l'autorité de régulation des marchés publics les dossiers, les avis et les autorisations et procès-verbaux et rapports de contrôle y afférents et participer au contrôle et au programme de formation, de sensibilisation et d'information des opérateurs économiques et des institutions concernées par les marchés publics et délégations de services. La direction du contrôle de procédure de passation de marché de délégation comprend deux divisions. La division des travaux en charge des opérations de contrôle des procédures et la division des fournitures, prestations intellectuelles et services en charge des opérations de contrôle et de procédure de passation de marché. Les chefs de division sont nommés par décision de l'administrateur général des grands projets. Article 8. Les directions techniques impliquées dans le contrôle des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de services publics sont dirigées par des directeurs nommés par décret du président de la République sur proposition de l'administrateur général. Les autres cadres de ces directions sont nommés par décision de l'administrateur général. Les directeurs et cadres de dites directions sont recrutés sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience dans le domaine juridique, technique, économique, des marchés publics, délégation de services publics. Article 9. La direction du contrôle de procédure de passation de marché est composée de cadres désignés par l'administrateur général et répartis entre les divisions selon les besoins. La direction juridique, à l'article 10, juridique et évaluation, procède au contrôle des projets de marché ou de délégation. Article 11. Les directions sectorielles du contrôle de l'exécution des marchés procèdent au contrôle de l'exécution des marchés conformément à la réglementation en vigueur et dans les délais prévus à l'article 4 du présent décret. Disposition finale. Toute disposition antérieure contraire au présent décret est abrogée. Toutefois,
toutes les décisions et actes pris par la CGP depuis la date du 31 mai produiront tous les effets conformément aux dispositions du Code des marchés publics. Article 14. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré au journal officiel de la République. Conakry, le 22 juillet 2014, professeur Alpha Condé. Décret D 2014-167 PRG-SGG portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le présent décret porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics si après désigné ARMP en application des articles 13 et 14 du Code des marchés publics. Article 2. L'ARMP est placée sous l'autorité directe de M. le Président de la République. Article 3. L'ARMP a pour mission d'assurer et de garantir la régulation indépendante du système de passation des marchés et des conventions de délégation de services. Article 5. L'ARMP est composée de 3 organes. Le Conseil de régulation, le Comité de règlement des différends et des sanctions et la Direction générale. Les membres du Conseil de régulation, conformément au Code des marchés publics, sont nommés par décret de M. le Président de la République. Article 19. Un comité de règlement des différends et des sanctions est établi auprès de l'ARMP. Ce comité siège en fonction des faits dont il est saisi, soit sous la forme d'une commission de litige, soit en formation disciplinaire. Article 26. Le directeur général est nommé par décret du président de la République. Le directeur général, article 26, est chargé de la gestion et de l'application de la politique de l'ARMP. Article 34. Le personnel de l'ARMP bénéficie d'un statut approuvé par le Conseil de régulation. Article 47. Dès l'installation des organes de l'ARMP, l'ensemble des structures de l'État impliquées dans les activités relevant de la compétence transmettent au Conseil de régulation les dossiers. Article 48. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 juillet 2014, professeur Alpha Condé. Décret D 2014-168 portant disposition générale régissant les seuils de passation et de contrôle de régulation des marchés. Le président de la République décrète. Le présent décret fixe les dispositions générales régissant les seuils de passation et de contrôle pour approbation des marchés conformément au décret D 2012-128 portant code des marchés publics. Article 17. Les seuils d'application et de compétences sont fixés par arrêté du ministre en charge des Finances. Article 18. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Décret 169 portant création, attribution et organisation et fonctionnement des organes de passation de contrôle des marchés publics et des autorités contractantes. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Le présent décret porte sur la création, les attributions, l'organisation, le fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics au sein des autorités contractantes. La procédure de préparation et de passation des marchés publics, de délégation de services publics est placée au niveau des autorités contractantes sous l'autorité d'une personne responsable des marchés publics. Article 15. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 juillet 2014, le professeur Alpha Condé. Enfin, décret 2014-170 PRG portant création, attribution et fonctionnement du comité de pilotage national de l'éligibilité de la Guinée au programme du Millennium Challenge Corporation. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est créé auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, un comité national de pilotage pour l'éligibilité de la Guinée au programme Millennium Challenge Corporation, CNP-MCC Guinée. Article 2. Le cadre institutionnel de CNP-MCC Guinée comprend un comité de pilotage et un comité technique. Article 4. Outre le Premier ministre qui assure la présidence, le comité de pilotage comprend le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Plan, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, le ministre de la Santé, le ministre de la Coopération internationale, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire, le ministre du Commerce, le ministre de l'Industrie, des
PME de la promotion du secteur privé, le ministre chef de cabinet du président de la République, le ministre conseil économique du président de la République, le gouverneur de la Banque centrale, le conseiller spécial du Premier ministre rapporteur. Article 6. Un arrêté du Premier ministre détermine la composition du comité technique. Article 7. Le comité sera doté de cellules thématiques dont l'organisation et la composition seront définies par l'arrêté de M. le Premier ministre. Conakry, le 22 juillet 2014, professeur Alpha Condé. Merci à Kaba Koundé pour ces séries de décrets. Pour dérouler l'actualité, on prend la direction du port autonome de Conakry. Des travaux d'extension et de modernisation du terminal à conteneurs sont amorcés. C'est un projet de 40 millions d'euros initié par le chef de l'État à travers un partenariat public-privé avec le groupe Bolloré. Des infrastructures de qualité pour une croissance durable. Mohamed Bari, de retour du terminal de conteneurs de Conakry. Il y a quelques années, le terminal à conteneurs de Conakry offrait cette image, avec un quai n'ayant pas la capacité requise pour permettre aux géants de la mer d'accoster, et un espace de stockage très réduit. Le partenariat public-privé mis en œuvre par le président de la République a permis de ficeler un projet d'extension de terre pleine et la modernisation du terminal de Conakry. Les travaux ont ainsi permis de gagner 5 hectares sur la mer avec plusieurs milliers de tonnes de ciment et fer à béton, le tout posé sur 1395 blocs de béton de 110 tonnes chacun. Aujourd'hui, Conakry Terminal, c'est un quai à eau profonde de 340 mètres de long avec une profondeur de 13 mètres pour une enveloppe de 37 millions d'euros. Malgré une saison de pluie difficile à Conakry, des ingénieurs et ouvriers de China Harbour Engineering Company seront dans le délai d'exécution de 17 mois. Ce qui du coup permettra au terminal à conteneurs de Guinée d'accueillir des navires de grande capacité, d'augmenter sa capacité d'accostage grâce à l'utilisation de 2 postes à quai. La durée des travaux, normalement, le chantier doit se finir le 30 septembre. La première phase du chantier doit se finir le 30 septembre. Et à l'issue de la première phase, on aura une deuxième phase qui sera celle-ci, l'aménagement du terre-plein. Une phase d'une durée de 10 mois. Des grues, des caterpillars et autres bennes rivalisent sur le chantier pour construire des terres pleines de 120 000 m² pour le stockage des conteneurs. Déjà, des dallots sont posés par endroits. Des travaux qui respectent les normes internationales de qualité, de sécurité et de l'environnement. L'avantage d'avoir un quai d'une profondeur de moins 13 mètres, c'est parce qu'on aura maintenant l'occasion d'accueillir des grands navires qu'on appelle les Africa Max, qui malheureusement aujourd'hui ne peuvent pas accoster au port de Conakry, parce que le tirant d'eau n'est pas aussi grand que ce que peut supporter ces grands navires. Donc sur le plan commercial, vous allez voir que les grands navires vont accoster ici et ça va rendre le port beaucoup plus compétitif et beaucoup plus dynamique dans le cadre commercial. Pour désengorger le terminal à conteneurs, le groupe Bolloré a dans sa première phase réalisé ici à la cité chemin de fer un port sec pour stocker les conteneurs avant l'export. Cette volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'inscrit dans une démarche de doter la Guinée d'infrastructures modernes et fiables, un outil moderne et performant pour le développement socio-économique de la Guinée. Le terminal à conteneurs de Conakry, un véritable outil moderne de développement. Après le terminal à conteneurs Cap sur les routes du pays, là aussi des travaux sont en cours. Plus de 500 km de routes bitumées en moins de 2 ans. Ce soir, nous vous proposons le tronçon Mamon-Farana. Autrefois, pour le parcourir, il fallait s'armer d'un courage indien. Aujourd'hui, les usagers de cette route poussent un ouf de soulagement. Notre reporter Ibrahima Keita nous rappelle le calvaire sur cette route. Voilà la route Mamon-Farana il y a 4 ans. Longue de 185 km, les usagers de ce tronçon réfléchissaient au moins 7 fois avant de se lancer. La tenue était au rendez-vous avant d'affronter cette route dégradée et boueuse. En mission pour la forêt en août 2010, notre équipe de reportage a passé 7 heures pour joindre Farana. Et tout au long du parcours, des véhicules
véhicules immobilisés. On a quitté Conakry pour aller à Zérekouré. On est venu y trouver un camion qui est en panne ici. Le camion qui est en panne, il est là depuis 4 jours. Donc, compte tenu de sa position, n'est-ce pas, de stationnement et l'état de la route, on n'a pas pu passer. Ces réalités sont en passe de devenir un triste souvenir. Et pour cause, voilà le nouveau visage de la route Farana. Pour les présents travaux, l'État a mis la main à la poche et l'entreprise s'est engagée pour des travaux de qualité. Démarrée au mois de juin dernier, la route Mamou Farana est aujourd'hui parcourue en moins de 3 heures. Nous arrivons à toucher les premières urgences que les populations nous ont présentées. Ces priorités aujourd'hui sont en cours d'exécution. À l'intérieur du pays, vous avez ces semi-réhabilitations qui sont en train de se dérouler. Pour ce qui est du tronçon qui se déroule Kékédou, c'est le chef de l'État lui-même qui a lancé les travaux, comme pour dire que le changement souhaité par tous les Guinéens a démarré. À présent, cette page assainissement. Tout d'abord, cette rencontre entre le chef du gouvernement et le ministre des Travaux publics se conclave entre Mohamed Saïd Fofana et Mohamed Traoré a porté essentiellement sur le rôle que doivent jouer les petites et moyennes entreprises dans l'opération coup de balai enclenchée par le gouvernement. Adi Kamara, Kabasouma, Ousmane Souma. Dans le processus d'assainissement de la ville de Conakry, les PME sont mobilisés pour le curage des caniveaux et le transfert des produits du curage vers la décharge. C'est pourquoi ce matin, le Premier ministre chef de gouvernement a conféré au ministère des Travaux publics avec les PME évoluant dans le secteur de l'assainissement tant en milieu urbain que rural. Là-dessus, le ministre des Travaux publics a insisté sur le rôle dévolu aux PME. La voirie primaire a été divisée en 36 lots et la première phase comporte les 12 premiers lots qui ont démarré il y a une semaine de cela. Et la deuxième phase qui va concerner 24 lots va démarrer la semaine prochaine. Il s'agit de curer les caniveaux. Le problème fondamental aujourd'hui au niveau de ces caniveaux, c'est que les caniveaux sont devenus des dépotoirs d'ordures. Nous avons invité les autorités en charge de la gestion des ordures de définir les lieux de regroupement de ces ordures pour qu'elles soient ramassées et déposées. Quoi qu'on fasse, la machine qui est, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une machine de propriété du gouvernement. La propriété du gouvernement a été brûlée volontairement par les bandits à l'époque. C'est les privés qu'on prend à raison de 7 millions par jour pour travailler. Et le paiement qui est donné, c'est un minimum de 200 litres par jour en dehors des 7 millions en location. Hier, tous les grands moyens ont été mis pour que la machine fonctionne en attendant que le gouvernement dans les investissements trouve le matériel nécessaire pour nous permettre de travailler. Ce cadre de concertation aura permis au Premier ministre Mohamed Saïd Fofana d'avoir une idée du mode de curage des caniveaux avant d'inviter les uns et les autres au travail et à l'esprit civique. On ne fait pas assez pour que la ville soit propre. Il n'y a qu'à sillonner les grandes artères de la ville, on se rend compte qu'il y a des ordures qui s'entassent partout. On clôt les fossés, on ramasse les femmes balais et le transfert pose problème. C'est pour donc créer cette chaîne, n'est-ce pas, de contraintes qu'il faut relier, que nous avons proposé ces cycles de réflexion qui vont aboutir, j'en suis certain, à des solutions qui engageront chacun de nous collectivement. Et j'ai attiré l'attention de tout le monde. Nous ne sommes pas ensemble incapables de résoudre ce problème. Mais certainement, soit il y a mauvaise foi, ou alors il y a mauvaise méthode. Malheureusement, chaque fois que je vais rencontrer certains, ce qu'ils mettent en avant, c'est d'abord l'argent. On n'a pas le moyen. Alors nous, au niveau du gouvernement, nous avons choisi définitivement de transférer cette compétence aux collectivités. Déjà, les PME comme Poubelle de Conakry s'activent sur le terrain à travers cette machine tractopelle et ce camion destiné à l'assainissement. La difficulté majeure qu'on avait, principalement, c'était la fermeture du dépotoir. Comme vous allez constater derrière moi, on a eu les caniveaux et malheureusement le dépotoir
doit amener les produits de curage. Donc ce qui fait que le temps est là. Aujourd'hui, on a eu un entretien avec le Premier ministre, monsieur le ministre des Travaux publics et le gouverneur de Conakry. Ils nous ont assuré que le dépotoir est ouvert aujourd'hui. Donc c'est à cause de ça que vous nous voyez en train d'enlever les produits de curage pour les amener maintenant vers le dépotoir de Conakry. Comme on le voit, l'élan est bien pris pour redonner à Conakry toute sa dimension de beauté et de bien-être. Dans ce domaine, depuis un certain temps, des mesures de répression sont envisagées dans la gestion des ordures. C'est ainsi qu'une brigade nocturne a été instaurée par le gouvernorat. Elle commence à porter fruit, d'où l'arrestation de certaines personnes qui ont pris l'habitude de jeter leurs poubelles sur la voie publique. Explication, Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Ces personnes, au nombre de 16, sont tombées dans les filets de la brigade nocturne du gouvernorat de Conakry. Elles ont été appréhendées entre 2h et 5h du matin le long de l'autoroute Fidel Castro en train de déverser des ordures sur la chaussée. J'ai vu la sécurité en train de nettoyer la rue. Parce que j'avais mes ordures longtemps, j'ai décidé de venir verser sur la chaussée. Une situation que le gouvernorat de Conakry déplore, malgré les efforts d'assainissement de la capitale en cette période de grande pluie. Pour moi, vraiment, ils ont été motivés ou non motivés, je ne saurais le dire maintenant, mais vraiment, c'était surprenant de voir ces actes de point en point. Les gens sortaient d'ordures. On dirait qu'il y avait une communication qui se passait au fur et à mesure. Pour trouver des solutions pérennes à ce problème d'assainissement, le gouverneur a rencontré les élus à la base pour mettre en place un programme d'urgence. Comme on parle d'arrestation, il faut signaler qu'il existe désormais en Guinée 2 commissions ministère de la justice, une chargée des victimes pour protéger leurs droits et l'autre des prisons et qui s'occupera de la gestion du système carcéral. Elles viennent de recevoir leur feuille de route. Ces 2 commissions convergent pour améliorer la gouvernance judiciaire en Guinée. Tierno Younoussaba nous en dit plus. En Guinée, les autorités tiennent à l'amélioration de la gouvernance judiciaire. Au ministère de la Justice, 2 commissions sont mises en place. L'une s'occupe des prisons et l'autre des victimes. Nommés pour 6 mois, les présidents de 2 commissions ont déjà reçu du garde des Sceaux un ordre de mission. On a décidé, depuis la prise de fonction, la création de 2 commissions internes, 2 commissions qui ont pour nom commission prison et commission victime. Donc ça a mis 3 mois avant de prendre forme et aujourd'hui on a pu installer les 2 commissions en remettant un arrêté à chaque président et une lettre de mission. Alors, je précise que ces commissions sont essentiellement une commission de réflexion et de proposition. La commission prison présidée par l'activiste des droits de l'homme Aliou Bari devra se pencher sur les conditions de détention et le statut des prisonniers, alors que le bâtonnier Ahmed Tidiane Kaba dirige la commission victime. Sa mission, réfléchir et faire des propositions sur la protection des victimes et le respect de leurs droits. C'est une mission technique qui est interne au ministère, c'est-à-dire que ce n'est pas une mission nationale. C'est un outil qui permet au ministère d'avoir un regard sur les problèmes liés au lieu de privation de liberté et surtout, après l'état de lieu, faire une proposition pour doter le ministère d'une véritable politique pénitentiaire. Lorsqu'un crime est commis, il y a certes une victime, il y a un présumé auteur qui est à l'origine du crime qui a été commis. Et la vocation est de sanctionner. La sanction est la justification de la loi. À terme, les 2 commissions devront fournir des rapports au ministère pour lui doter d'une véritable politique de gestion des prisons et victimes. Comme annoncé dans les titres dans le pays profond, l'actualité reste dominée par cette rencontre des acteurs des districts sanitaires sous la riposte à l'épidémie Ebola. La rencontre s'est tenue à Kindia. Elle a débouché sur l'élaboration des plans régionaux pour contrer la propagation de cette épidémie en Guinée. Celui de Kira, Mohamed Pati Kamara, envoyé spéciaux.
Pendant que l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola s'essouffle sur le territoire national, le gouvernement et les partenaires retroussent les manches pour préserver les acquis. Ces acteurs de la santé venus des différentes préfectures de la capitale se concertent ici à Kindia afin d'élaborer des plans régionaux de riposte. Des plans qui tiennent compte des spécificités de chaque district sanitaire du pays. Soutenu par les partenaires techniques et financiers, la réussite de cette opération va aboutir à la déclaration de la fin de l'épidémie en Guinée. Concrètement, chaque district sanitaire doit avoir son plan de riposte. Pour consolider le plan de riposte national, pour qu'on le soumette à financement. Et pour que, dès maintenant, nous puissions renforcer la riposte. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, il y a certains contacts qui ont échappé à certaines formations sanitaires par manque d'information. Et peut-être par manque de stratégie à appliquer devant ça et ça. L'une des faiblesses aujourd'hui, c'est le suivi des contacts, leur identification. Donc chaque structure sanitaire va développer selon les coutumes de sa localité, parce que les préfectures n'ont pas les mêmes coutumes. Donc, qu'est-ce qu'il faut, quelle approche faut-il mettre en place pour pouvoir atteindre, pour pouvoir sensibiliser la population, pour que nous arrêtions de façon rapide la chaîne de contamination. L'élaboration de ces plans régionaux de riposte vise essentiellement le renforcement de la surveillance épidémiologique des districts sanitaires. L'objectif est d'arriver à un contrôle rapide de l'épidémie de la fièvre. Les zones sorties de l'épidémie et celles encore touchées retiennent particulièrement l'attention des acteurs. Moi, je crois que la prise en charge jusqu'aujourd'hui, elle est correcte. Mais c'est la communication où il y a des problèmes. Parce que les premiers messages qui sont partis des communautés, au sein des communautés, n'étaient pas des messages qui devraient être communiqués à cette communauté. Parce que quand on dit à un malade, je n'ai pas ton médicament, je n'ai pas de vaccin, vous voyez, ça devient compliqué. Ma présence ici aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse évaluer la communication. Elle a été très importante. Cela a permis de limiter la contamination, mais aussi par endroits, il y a eu des petites erreurs qu'aujourd'hui nous voulons corriger. Et par bonheur, aujourd'hui, nous sommes à 2 malades seulement hospitalisés, ce qui veut dire que si ces mesures sont respectées et si on maintient la même vigilance, la même discipline, le même comportement, la chaîne de contamination peut être rapidement vaincue. Sur les 302 décès enregistrés depuis le début de la fièvre hémorragique Ebola il y a 6 mois, 20 sont issus du corps médical. Pour la protection adéquate des médecins en milieu de soins, l'Organisation mondiale de la santé offre ce kit à l'ensemble des 38 districts sanitaires du pays. Le geste marque un nouveau départ dans la riposte contre l'épidémie. Et puis, comment faire des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation technologique le moteur du développement durable en Guinée? La question préoccupe 4 chercheurs de Guinée, d'où ce conclave au centre de recherche scientifique de Conakry-Roban pour définir une nouvelle stratégie de valorisation des résultats de recherche. Le reportage est signé Francis Collier. La valorisation des résultats de recherche préoccupe le département de l'enseignement supérieur. Pour mesurer les enjeux liés à la recherche scientifique et à l'innovation technologique, les acteurs du secteur se retrouvent pour élaborer une stratégie nationale de développement. De toute façon, il y a beaucoup de résultats qui pourraient améliorer les conditions de vie des paysans. Sinon leurs conditions de vie, mais leurs conditions de travail. Pour les autorités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'implication des industriels pourrait favoriser la valorisation des résultats issus du travail des chercheurs guinéens. Il s'agit de valoriser les fruits de l'effort de recherche et d'innovation. Pour cela, il vous reviendra de décloisonner votre travail scientifique, de tisser des liens interactifs, systémiques et cumulatifs entre la science, la technologie et l'économie. Cela suppose évidemment l'existence d'une communauté scientifique stable et de qualité. Qu'est-ce qui explique la faible utilisation de la poulie, de la roue, de la vis d'Archimède, du moulin à eau, du moulin à vent, qui ont été utilisés ailleurs depuis le Moyen-Âge jusqu'aujourd'hui? Nous sommes dans nos technologies productives,
dans nos technologies commerciales, incapables de les utiliser. À travers ces interrogations, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut faire des résultats de la recherche le vrai moteur du développement de la Guinée. Dans le pays profond, les préfectures de la l'intervention du projet de développement social durable, entendez PDSD, sont désormais dotés de chambres froides. C'est pour améliorer, disent-ils, les productions agricoles et animales. Dans ces différentes localités, même les écoles sont équipées par ce projet. Mohamed Ouadamabari. L'outil informatique dans les écoles au PDSD, programme de développement, sont ciblés et équipés. Jeunes apprenants. J'ai appris Windows, j'ai appris Excel, Word encore, j'ai appris ça. Avant, on ne connaissait pas l'informatique, mais grâce à PDSD, on comprend l'informatique. Toujours dans la région, des chambres froides sont installées pour aider les femmes à protéger leur production animale et agricole. Nous venons de recevoir, par la grâce du même PDSD, une chambre froide, un conteneur frigorifique qui, depuis la conservation des légumes, des produits de pêche, des produits de boucherie et même de la production de la glace sur place. La chambre froide qu'ils nous ont envoyée, qui répond à la satisfaction de toute la population de Dinguira, qui va nous aider pour la conservation de nos rendements et pas mal d'intérêt qu'on apporte à cette chambre. Ça a été pour le moment la dernière action et qui presque a effacé toutes les autres actions tellement que c'est à la satisfaction des populations. Des infrastructures et équipements dans la Guinée profonde qui entrent dans le cadre de la stratégie du gouvernement de réduction de la pauvreté. Toujours dans l'actualité, c'est parti pour le concours de récitation du Saint-Coran. Plus d'une trentaine d'enfants participent à ce concours. Il se tient chaque mois saint de Ramadan et vise à détecter des talents au niveau de la couche juvénile et propager la parole divine. Abdulaziz Baldé, ça à Maratourno. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Pendant une semaine, les différentes communes de Conakry vont compétir en récitation du Saint-Coran. C'est une initiative des notables de la mosquée de Kamayenne en collaboration avec des professeurs d'arabe venus d'Égypte. La démarche vise à détecter de nouveaux talents en la matière, mais aussi à amener les jeunes à s'intéresser à la lecture du Saint-Coran. D'organiser une lecture du Coran et que cette lecture-là soit un concours parmi les jeunes. Donc on a plusieurs catégories. Il y a des jeunes qui connaissent le Coran par cœur. Il y en a qui sont juste des débutants, des enfants. Et je pense que les meilleurs vont compétir au niveau national dans quelques jours. Les enfants dont l'âge varie entre 10 et 15 ans seront aussi soumis à des textes écrits. Les vainqueurs seront récompensés. Les 10 sont entre l'Égypte et la Guinée. C'est à cause de ça seulement qu'ils ont fait le financement là, pour qu'ils puissent aider les enfants à faire la lecture du Coran. Organisée à l'occasion du mois saint de Ramadan, cette compétition va s'étendre dans d'autres mosquées de Conakry. Le mois saint de Ramadan est une période d'abstinence, mais cette période influence certains secteurs d'activité. C'est le cas des jeux de loterie qui connaissent une baisse drastique pendant ce mois et pour cause, les parieurs se font de plus en plus rares dans les différents kiosques. N'est-ce pas, Bernard Tonguino? Ramadan, tant de vaches maigres pour le secteur de la loterie et autres jeux de hasard. Devant les kiosques de vente de tickets, les parieurs qui viennent tenter leur chance se font rares. L'émission à cause du carême et par contre il y a d'autres qui continuent toujours à jouer. Mais la clientèle quand même a beaucoup diminué, la fréquentation a beaucoup diminué. Même pour venir à côté d'un bord, si ce n'est pas au mois de carême, à pareil moment si vous venez là-bas, là, je suis entouré de parieurs, mais maintenant, là, regardez, faites le constat vous-même. Dans les sociétés de loterie installées à travers le pays, les recettes sont en baisse.
Le constat reste le même chaque année à la même période. C'est normal. Nous connaissons une baisse aujourd'hui par rapport au Ramadan. Nous savons que la Guinée est un pays musulman à plus de 90% et que les gens, dans la première semaine déjà, on connaît une forte baisse. Pourquoi? Parce que les gens étaient attelés à trouver de l'argent pour pouvoir bien démarrer le carême. Après, ça s'est stabilisé un peu dans la seconde semaine, mais c'est sûr, la dernière semaine, les derniers 10 jours, nous allons connaître une baisse parce qu'on prépare la fête. En l'islam, les jeux de hasard sont interdits. Nos enfants qui continuent à jouer ces jeux de hasard pendant ce mois béni de Ramadan, ce n'est vraiment pas bien. Dieu a interdit ça. Il y a même eu des gens qui ont été maudits par Dieu à cause de ces jeux de hasard-là. Dans un pays à majorité musulmane, la paralysie observée dans le secteur de la loterie pendant ces mois saints est une victoire saluée par les religieux, même si les risques de reprise de l'activité après ces mois sont évidents. Enfin, aujourd'hui, la capitale guinéenne attire de plus en plus les touristes. Des hôtels poussent comme des champignons grâce à la politique d'ouverture du gouvernement. Conakry s'invite peu à peu au rang de capitale qui dispose des hôtels de haut standing. Cette semaine, l'émission Coup de projecteur braque ses projecteurs sur le secteur. Nous vous proposons un extrait de cette émission. Si on fait que les compagnies qui font les investissements au pays récupèrent vite les investissements, ça va nous permettre de faire encore plus des investissements. Mais pour faire ça, et la lutte réelle doit être partagée entre tous pour faire de la Guinée une destination au niveau des business, parce que ça c'est une réalité aujourd'hui, et au niveau touristique à moyen terme, une fois qu'on a travaillé bien sûr sur les infrastructures, communication, etc. Mais la pierre basique, c'est le travail en équipe entre tous les acteurs et commencer vraiment à avoir une vision globale à moyen et long terme. Les tenants et les aboutissants dans ce secteur vital, c'est juste après ce journal avec Isidore Gononanamou de Tunkarata dans l'émission Coup de projecteur. C'est tout pour les infos. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.